Merci à vous de vous être déplacé pour cette conférence. Je suis certain que quand vous avez vu le titre de la conférence que je propose aujourd'hui, vous avez été un peu intrigué, peut-être même choqué par le titre. Donc, vous allez voir de quoi il en retourne. C'est pas si scandaleux que ça. Donc, ce que dit Isabelle, c'est tout à fait juste. J'ai voulu profiter de cette tribune qu'offre Éthiquement Vôtre pour avancer des idées qui sont, je dirais, de nature prospective sur ce qui peut-être pourrait arriver à l'avenir, le genre de choix qu'on pourrait avoir à faire si une certaine tendance structurelle se maintient dans l'évolution de notre système. Donc, c'est davantage ça. Donc, une des raisons qui m'ont motivé à commencer à réfléchir sur cette question de l'allocation des ressources, c'est que j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis à moi qui travaillent dans le système de santé et qui sont dans le domaine de l'éthique clinique en particulier. Et ce que ces personnes me disaient, c'est que après avoir discuté avec souvent des gestionnaires de haut niveau, des DSP, voire même parfois des directeurs généraux, l'une des demandes qu'on leur faisait de plus en plus récemment, c'est de commencer à s'interroger sur l'élaboration d'un cadre éthique qui s'applique à l'allocation des ressources dans le système de santé, donc dans les établissements. OK? Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de réfléchir avec eux sur cette question qui, vous en conviendrez, est en lien avec un thème qui nous touche tous, c'est-à-dire le mode de financement du système de santé et ses impacts futurs sur l'offre de soins dans notre système. Or, dans cette question très générale qui touche le financement, qui touche l'allocation des ressources, il y a, à mon avis, derrière un enjeu éthique, une question éthique qui me semble intéressante et fondamentale, qui est celle-là, qui est écrite en bleu, à savoir si notre système tend de plus en plus vers une valorisation de l'efficience économique, de l'efficience clinique, qu'adviendra-t-il de la justice et de l'équité? Pourra-t-on préserver cet équilibre entre la justice, l'équité et l'efficience? C'est un peu la question qui est derrière. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que souvent, quand on fait des choix, et c'est certainement le cas dans le système de santé, c'est qu'on veut, au fond, réaliser une finalité ou des finalités qu'on peut associer à des valeurs. Okay? C'est-à-dire que si on fait un choix d'un certain mode de financement, l'une des finalités qu'on peut réaliser, ça peut être par exemple l'efficience, ou si on fait un choix d'investir un peu plus, ça peut être parce que la finalité qu'on veut réaliser, c'est par exemple la justice ou l'équité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers les choix que l'on fait, il y a une finalité derrière. La finalité est souvent associée à des valeurs, donc l'enjeu éthique est toujours là derrière, qu'il soit explicite ou qu'il soit implicite. D'où la pertinence, à mon avis, que l'éthique se penche sur ce genre de thème. OK. Évidemment, cette réflexion sur l'allocation des ressources dont je viens de parler, elle s'inscrit dans un contexte qui est médiatiquement très connu et que vous connaissez. C'est celui de la croissance parfois exponentielle des coûts de notre système et la pression financière que cette croissance des coûts engendre sur les finances publiques. Donc, c'est l'idée que vous connaissez tous et toutes que la part du budget du gouvernement du Québec qui est accordée au système de santé a augmenté de façon continue et est devenue très, très élevée au fil des années, et cela a engendré une pression que l'on connaît sur nos finances publiques. Il y a, par rapport à ce contexte général, des facteurs aggravants que vous connaissez aussi. Il y a le vieillissement de la population. On sait tous que la population du Québec est vieillissante, donc ce vieillissement de la population engendre plus de besoins parce que statistiquement, évidemment, les personnes plus âgées sont plus malades, donc ont plus besoin du système, donc ça fait monter les coûts. Autre facteur aggravant que l'on connaît aussi, c'est le coût des technologies utilisées dans le domaine de la santé, donc autant le coût des équipements que le coût, par exemple, des médicaments. Et troisième facteur aggravant que vous connaissez peut-être moins ou qu'on nomme peut-être moins quand on parle de ces sujets-là, c'est l'exigence que nous avons, nous, envers notre système. Parce que s'il y a une valeur qui est devenue dominante dans le discours public, c'est vraiment l'idée que c'est important d'être en santé, parce que quand on est en santé, ça nous permet de jouir de la vie, ça nous permet d'être plus libre, ça nous permet de faire plein de belles choses. Donc, les gens veulent vivre très vieux, et ils veulent vivre très vieux en santé pour avoir une meilleure qualité de vie. Sauf que cette situation-là, cette valeur dominante, elle fait que nous avons plus d'exigences encore envers le système de santé. Et donc, ça aussi, ça augmente la pression envers les coûts du système. Et puis, on peut ajouter d'autres facteurs comme les salaires, évidemment, des acteurs, des professionnels, etc., qui ne vont pas aller en diminuant. Pour appuyer ma réflexion éthique, j'ai choisi de m'inspirer des données
qui sont contenues, vous savez qu'il y a plusieurs rapports qui ont été produits au fil des années, des données qui sont contenues dans le rapport Castonguay qui est paru en 2008. Et là, vous allez me demander pourquoi j'ai choisi le rapport Castonguay. Est-ce que c'est un choix idéologique? Et la réponse est évidemment non. Okay? Je n'ai pas de parti pris idéologique. Je ne partage pas nécessairement les choix que Claude Castonguay nous propose pour l'avenir de notre système de santé. Alors, pourquoi ai-je choisi le rapport Castonguay? Tout simplement parce que c'est le plus récent, donc les données qu'il contient sont plus récentes, et aussi parce que dans le rapport Castonguay, il y a une forme de synthèse de ce que d'autres rapports ont proposé, notamment le rapport Arpin qui avait été commandé par le Parti québécois, parce que Castonguay, évidemment, a été commandé par le gouvernement Charest, rapport Clair, dont vous avez entendu parler aussi, et rapport Ménard. Donc, il y a dans le rapport Castonguay une forme de synthèse des recommandations qui ont déjà été proposées dans d'autres rapports. Donc, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi de m'appuyer sur Castonguay. OK. Donc, quand on parlait de la pression croissante sur les finances publiques du Québec, ça aussi, c'est des choses que vous avez certainement vues, notamment dans les bulletins de nouvelles télévisés, qui sont tirés de Castonguay, et Castonguay les a empruntés au Conseil du Trésor. Donc, vous avez ce graphique, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien les chiffres? Oui. Donc, vous avez cette croissance des coûts du pourcentage du budget accordé au système de santé. Donc, en 1980, on dit qu'on était autour de 30-31%. Et presque 30 ans plus tard, on était rendu à 44,3, donc au moment de l'apparition du rapport. Et j'ai vu sur Internet, dans les chiffres du budget du gouvernement du Québec 2010-2011, qu'on était rendu à près de 45%. Donc, on a freiné un peu la croissance exponentielle, mais il y a quand même une augmentation progressive. OK? Et vous avez ici les mêmes chiffres, mais dans la tarte. Et vous savez évidemment que un des facteurs qui ajoute à la pression, c'est que le service de la dette dans cette tarte augmente aussi de plus en plus. Et évidemment, les autres postes budgétaires, comme l'éducation, ont aussi des besoins importants. OK? Donc, face à cette situation, j'ai parlé dernièrement à un médecin de santé publique qui est plus spécialiste que moi dans ces questions-là. Et je lui ai dit, mais là, on est rendu à 45, puis à un moment donné, ça sera peut-être 50. Puis il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est moi qui lui ai posé la question. Ben, il dit, écoute, ça, c'est un choix de société qu'on peut faire. On peut choisir, si on veut, d'investir 70-80% de notre argent dans un système de santé qui sera solidaire, où on soignera tout le monde, peu importe les problèmes. Sauf que le problème de cette conception, à mon avis, d'un point de vue éthique, c'est que si on fait le choix de la solidarité et donc d'un investissement massif pour un système public de santé qui est performant et qui soigne tout le monde, c'est qu'on risque d'enlever plus de solidarité dans d'autres domaines où l'État va devoir se désinvestir. Donc, si on choisit la solidarité et d'investir le prix de la solidarité dans le domaine de la santé, on risque de se désinvestir dans d'autres domaines qui exigent une présence de l'État pour maintenir cette solidarité. Hein, on peut prendre un exemple très simple. Si l'État, par exemple, se retirait du domaine de la culture, parce qu'il n'y a pas d'argent pour investir dans la culture, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait à l'offre culturelle si l'État n'est pas là pour réguler l'offre culturelle? Ça serait soumis à une logique de marché, et donc l'offre culturelle serait extrêmement limitée. Okay? Donc, on peut faire le même raisonnement pour plein d'autres domaines qui sont très importants. Donc, si on investit par ce souci de solidarité uniquement en santé, ça risque de créer des trous ailleurs. Et là, on risque de se retrouver avec une forme de solidarité asymétrique. C'est-à-dire qui est bonne dans un domaine, mais qui n'est plus bonne dans d'autres domaines. OK. Donc, ce que je vous propose pour la suite, pour vous préparer, pour vous présenter mon raisonnement éthique qui va aboutir à la question de la loterie à la fin, c'est qu'on va voir pourquoi, dans le rapport Castonguay, l'allocation des ressources, à mon avis, a une importance particulière et va prendre dans l'avenir une importance particulière. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va voir que ce que propose au fond Castonguay, et ce que proposent aussi certains politiciens dont on entend les discours de nos jours, c'est de changer progressivement le paradigme de notre système pour tendre un peu plus vers l'efficience. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, peut-être que vous ne serez pas d'accord, c'est que tendre vers l'efficience, c'est quitter un peu la solidarité et l'équité. OK? Donc, on va voir les conséquences de cette recherche d'efficience sur la justice. On va voir que c'est très difficile de concilier les deux, que c'est possible, mais à un moment donné, ça ne sera peut-être plus possible. Et finalement, c'est à ce moment-là, si cette tendance structurelle se maintient, que la loterie peut devenir un choix qui se posera dans un avenir plus ou moins rapproché à nous.
Donc, est-ce que ça vous va comme plan? Vous voyez la suite de mon raisonnement. Donc, on va commencer par les solutions qui ont été proposées par Castonguay. OK? Donc, ça, c'est les solutions que le groupe de travail présidé par Claude Castonguay a proposé pour faire face au problème du financement de notre système de santé. OK? La première solution qui nous touche beaucoup ici, nous, à la DSP, c'est d'insister sur la prévention et l'amélioration des habitudes de vie, donc sur la santé publique. Or, si vous faites une recherche, vous allez voir que les gens, au moment de la parution du rapport, qui ont lu le rapport, ont dit « c'est le point faible des recommandations de Castonguay ». C'est-à-dire qu'il suggère qu'il faut améliorer la prévention, investir dans l'éducation, le changement des habitudes de vie, mais il dit « développe pas davantage ». Il n'insiste pas davantage sur cette question-là. Okay? Donc, ça a été une des critiques qui a été formulée à l'égard de ce rapport. Mais bon, ça fait partie des solutions. Deuxième solution qui est récurrente dans les nombreux rapports, c'est de réorganiser, de renforcer les soins de première ligne. Okay? Si on discute dans nos familles ou avec n'importe qui a été usager du système de santé, le constat est presque toujours le même. C'est que les gens vont dire, quand je me fais soigner par du personnel compétent, du personnel dévoué, du personnel qui offre des soins de qualité. En général, c'est ce que les gens vont dire. Mais ils vont dire qu'il y a une faiblesse, par contre, énorme, c'est l'accès. C'est-à-dire, je suis bien soigné quand je suis dans le système, mais tant que je suis pas dans le système, là, c'est problématique parce qu'il y a un problème d'accès. Et donc, déjà, il y a très longtemps, les premières personnes qui se sont penchées là-dessus, que je pense entre autres à Jean Rochon, avec la commission Rochon, je pense à Michel Clerc, qui a produit son rapport en 2000, ont beaucoup insisté sur cet aspect-là, de l'accessibilité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez eu la proposition de Michel Clerc, qui a été suivie par la suite, de mettre sur pied des groupes de médecine familiale. Donc ça, c'est une des solutions qui est récurrente et qui est très importante. Autre élément important souligné par Castonguay, c'est que lui considère que l'organisation du travail dans le système de santé n'est pas optimale, elle est rigide, notamment à cause des syndicats, etc. Donc, lui dit qu'il faut dynamiser, changer un peu l'organisation du travail pour la rendre plus optimale. Et là, il dit on peut aller chercher un peu plus d'efficience là-dedans. Autre élément, et ça aussi c'est une recommandation, comme vous le savez, qui a été suivie récemment, c'est de contrôler davantage le coût des médicaments, donc de faire une évaluation plus rigoureuse. Et il recommandait dans son rapport en 2008 de mettre sur pied l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui est calqué, comme vous le savez, sur le modèle du NICE en Grande-Bretagne. Et ça, c'est une recommandation qui a été suivie. Et finalement, autre chose aussi qui est en cours de réalisation, c'est d'utiliser l'informatique et les technologies de l'information pour améliorer le traitement des dossiers. OK, ça, vous savez qu'il y a un petit peu des ratés, il y a des hauts et des bas, il y a peut-être des dépassements de coûts, mais c'est quand même en cours de réalisation. Et finalement, la dernière recommandation faite par Castonguay, ça concerne l'allocation des ressources. Il va falloir se pencher sur des moyens de rendre l'allocation des ressources plus efficace. Or, à mon avis, pour des raisons que je vais vous expliquer dans quelques secondes, ça risque de prendre beaucoup d'importance dans l'avenir. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que si on regarde les autres solutions que je viens d'énumérer, il y en a beaucoup qui vont exiger de la part des décideurs politiques des arbitrages politiques quand même assez difficiles. Si on veut réorganiser le travail, si on veut contrôler le coût des médicaments, qui sont des postes budgétaires très importants, ça va demander quand même un certain courage de la part des dirigeants. Okay? Parce qu'on doit faire face, si on veut y arriver, à des syndicats, on doit faire face à des ordres professionnels, on doit faire face à des groupes d'intérêt qui sont très bien organisés et qui ont tout à fait les moyens de faire reculer un gouvernement sur ces questions-là. Okay? Donc, ça élimine, je dirais pas que ça élimine d'emblée, mais ça rend les autres solutions un peu moins praticables. Et si on regarde l'histoire des organisations et des gouvernements dans des situations comme celle-là où les arbitrages politiques étaient difficiles, c'est que souvent les organisations, les gouvernements ont eu tendance à se replier sur couper dans les services, couper dans les programmes, rationaliser l'offre de services, soit en coupant des services, soit en augmentant les taxes. Okay? Historiquement, c'est souvent ce que les gouvernements font parce que politiquement, il est quand même plus facile de s'attaquer à des classes moyennes ou plus défavorisées que de s'attaquer à des gros lobbies qui, eux, ont tout à fait les moyens de jouer coup pour coup avec le gouvernement.
Okay? Donc ça, c'est un élément qui fait que l'allocation des ressources prend une certaine importance. Autre élément qui est central et dont je vais parler dans les prochaines diapos, c'est ce que propose le rapport Castonguay, c'est de modifier le mode de financement des établissements de santé. C'est-à-dire qu'en ce moment, le mode de financement, d'après ce qu'on m'a dit, parce que je me suis informé auprès des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, c'est que la méthode de financement, et c'est ce qu'on dit dans Castonguay aussi, elle est davantage de type historique, c'est-à-dire les budgets sont reconduits plus ou moins d'année en année afin d'assurer un budget assez stable à chacun des établissements. Et la question de la performance intervient aussi, mais de manière, dit-on, marginale. Alors que ce que l'on propose ici, c'est vraiment de transformer le mode de financement de façon à ce que l'État, à travers les agences, par exemple, devienne acheteur de services auprès des établissements, de façon à mettre les établissements de santé en compétition les uns avec les autres. Hein? C'est-à-dire que si je deviens acheteur de services, comme État, qu'est-ce que je veux? Je veux acheter un service au meilleur coût et de la meilleure qualité possible. Donc, c'est vraiment une logique économique, une logique marchande qui est instaurée dans le système de santé. Et cette logique marchande, nous dit-on, inciterait les établissements à se compétitionner les uns avec les autres et donc à faire preuve de davantage d'efficience dans leur gestion. Okay? Est-ce que c'est de la pensée magique? Ça, je ne sais pas, mais c'est l'argumentation qui est derrière. OK, donc comment ça fonctionne vraiment brièvement esquisser le financement par achat de services? C'est qu'au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va catégoriser les prestations de soins, OK? Et on va associer un prix fixe, moyen, à cette catégorie de prestations. Et c'est en fonction de ça qu'on va payer les établissements. Comment ces catégorisations de prestations vont se faire, c'est-à-dire à partir de quels critères? Bien, vous les avez ici. C'est-à-dire que ça va être à partir, par exemple, du diagnostic principal. Ça va être à partir du code de procédure clinique associé au diagnostic principal. Ça va être à partir du sexe, de l'âge des patients. Ça va être aussi à partir de la présence de complications ou de double diagnostic. Donc, à partir de ces critères-là, on a un code de la prestation et un prix qui est rattaché à ça. Et ça devient le prix que l'acheteur paie pour le service. Donc, ça va pour ça? Donc, c'est vraiment l'idée de base. Évidemment, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des gens qui disent, pour mettre ça en place, ça demande toute une bureaucratie. C'est très compliqué à mettre ce genre de système en place. Donc, est-ce qu'on va sauver de l'argent? Qu'est-ce que ça va engendrer comme changement du système? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, à la base, le calcul, et là, c'est une simplification de ce genre de calcul, parce que vous vous doutez bien que ce genre de calcul est assez compliqué, mais vous avez les paramètres principaux qu'on utilise pour financer les établissements à partir de ce mode par achat de services. Donc, vous avez Q dans la formule ici, qui est le nombre de patients traités par type d'intervention. Vous avez P, qui est le prix associé à l'intervention, à la catégorie. Donc, on multiplie les deux pour avoir un montant. Et à cette donnée de base, on ajoute un troisième paramètre, Z, qui est un bonus que l'on donne selon les caractéristiques particulières de l'établissement. C'est quoi les caractéristiques particulières? Bien, ça peut être, est-ce que l'établissement offre des activités de recherche et d'enseignement? Oui, on donne un bonus. Est-ce que l'établissement offre des services d'urgence? Oui, on donne un bonus. Est-ce que l'établissement est en région éloignée, donc problème d'accessibilité, moins de personnes, etc.? Oui, on donne un bonus. Donc, c'est les paramètres de base qui servent à calculer le montant que l'on donne comme acheteur de services aux établissements. Cette méthode par achat de services, elle est utilisée depuis parfois plusieurs années dans plusieurs pays du monde, notamment en Europe. On peut penser à la France. On peut penser à la Grande-Bretagne, on peut penser aux Pays-Bas, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à la Suisse. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui utilisent ce type de méthode. Or, évidemment, puisque ça fait plusieurs années que ce système est en place, il y a une littérature qui s'est développée et qui a mesuré, d'une certaine façon, les conséquences de ce mode de financement. Et j'en énumère quelques-unes. Et à la fin, là, si jamais ça vous intéresse, le PowerPoint sera disponible et vous aurez les références principales que j'ai utilisées. Donc, vous en avez ici. Donc, parmi les conséquences qui ont été mesurées, il y a les établissements en zone urbaine qui seraient davantage favorisés. Pourquoi? Ben, c'est que la densité de population est plus grande, donc il y aurait davantage de possibilités de choisir des patients plus rentables.
OK? C'est quoi un patient rentable? On va y revenir tout à l'heure. Autre élément, et ça c'est très récurrent dans la littérature, c'est la réduction de la durée moyenne des séjours et l'aggravation de l'état de santé post-intervention. La logique est facile à comprendre. C'est que si vous avez un prix fixe qui est octroyé pour une intervention, l'établissement va vouloir rentrer dans ses frais. Okay? Et donc, ça peut impliquer des séjours plus courts et donc des problèmes qui vont survenir suite à un séjour trop court en hôpital, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mesuré. Ce sont des problèmes qui sont arrivés dans les pays où on utilise ce mode de financement. Une autre conséquence aussi assez logique, c'est l'externalisation de certains types d'interventions comme les tests diagnostiques. En fait, la logique, c'est la même qu'en économie. Quand on veut faire des économies, souvent, on va sous-traiter une partie des services. C'est quelque chose qui peut arriver dans une logique comme celle-là. Et est-ce que ça peut engendrer des problèmes de contrôle de la qualité, par exemple? Ça, je ne le sais pas, mais on peut quand même poser la question. Autre élément qu'on peut aussi soupçonner, c'est que puisqu'on force les établissements à faire preuve d'efficience et donc de concurrencer les autres établissements, bien, ça peut parfois se répercuter sur l'organisation du travail. Des fois, peut-être qu'on va presser le citron davantage sur les professionnels. Et ce qu'on nous dit dans la littérature, c'est que ça peut augmenter le stress avec les inconvénients qui viennent avec. Et finalement, et ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une tentation sous ce mode de financement, de choisir des patients qui sont rentables. OK? Et c'est quoi des patients rentables? Et c'est quoi des patients non rentables? On va le voir. OK? Donc, je dirais que d'une façon générale, cette logique marchande, si on veut, qui est appliquée au système de santé, elle va inciter, dans le fond, les établissements à revoir d'une manière ou d'une autre le panier de services. Pourquoi? Parce que si on veut faire de l'argent, si on veut être efficient, soit qu'on est efficient en coupant un peu dans les services qu'on offre, ou si on peut pas le faire à cause d'une réglementation, par exemple, ça va nous forcer peut-être à être un petit peu moins généreux, entre guillemets, dans le rendu du service, de façon à rentrer dans nos frais, justement. Okay? Et donc, ça va avoir tendance à exclure certaines catégories de patients qui sont jugés moins rentables. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut avoir comme effet d'éloigner un peu plus ou d'avoir moins envie de soigner des patients, par exemple, dont les pathologies ou les diagnostics sont plus complexes. Pourquoi? Bien, parce que les coûts associés à ce genre de situation sont plus difficilement prévisibles. Ça peut aussi avoir pour effet d'éloigner un peu plus les patients qui réagissent moins favorablement au traitement, parce que ce sont aussi des patients qui sont plus coûteux, sont plus difficiles à soigner, plus longs à soigner, etc. Et finalement, ça peut avoir aussi comme pour effet d'éloigner aussi les patients ou de défavoriser les patients qui sont à faible revenu. Pourquoi? Parce que souvent, ça c'est connu, évidemment en santé publique depuis longtemps, c'est que les gens qui appartiennent à des classes plus défavorisées ont souvent des ennuis de santé qui viennent avec cette appartenance. Donc souvent, l'alimentation est moins bonne, parfois l'état psychique général est moins bon, avec tous les problèmes de santé que ça occasionne. Donc ces catégories de patients seraient moins rentables et peut-être plus défavorisées par cette approche fondée sur l'efficience. Évidemment, cette logique, je dirais, d'exclusion qui peut survenir avec cette recherche de l'efficience va se transposer dans d'autres domaines où l'analyse est fondée sur l'efficience. On peut penser, par exemple, à l'approche de calcul coût-utilité, l'approche de QALY, Quality Adjusted Life Years, où on compare des interventions à partir de leur impact sur la santé en fonction de critères comme l'espérance de vie, la qualité de vie. Or, dans la littérature, il y a beaucoup d'auteurs, d'économistes de la santé qui nous disent que ce genre d'analyse coût-utilité va aussi avoir des effets négatifs sur la justice et sur l'équité, parce que certaines catégories de patients n'entrent pas dans ce critère d'efficience que veut contrôler, si on veut, l'approche par QALY. Donc, face à cette logique qui s'installe dans la recherche d'efficience, cette logique un peu d'exclusion, il y a certains auteurs qui vont proposer des mécanismes de compensation pour essayer d'aller chercher de la justice, de maintenir la justice et l'équité dans cette forme d'évaluation.
Parmi les moyens qui sont proposés, notamment dans les approches coût-utilité, vous avez l'ajout de coefficients de pondération qui vont donner, si on veut, des bonus à des gens qui sont dans des situations un peu plus sévères, donc qui sont moins rentables du point de vue de l'analyse coût-utilité. Donc ça, c'est une des approches qui est proposée. Il y a aussi d'autres approches par voie, disons, plus législative ou réglementaire, où on va dire il faut maintenir certains critères d'accessibilité, d'universalité, etc. Okay? Sauf que le problème avec ça, c'est que si au départ, le but c'était d'être efficient et de sauver de l'argent, c'est qu'on retourne à la case départ parce qu'on force à ne pas être efficient. Donc, on va dans le sens contraire de ce qu'on voulait atteindre comme objectif. Donc, il y a comme une contradiction dans les deux. Donc, le constat que l'on peut faire à partir de là, c'est la justice et l'efficience, au fond, d'un point de vue éthique, ce sont deux concepts qui sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que ce sont deux concepts qui résonnent pas de la même façon, qui résonnent pas sur les mêmes bases. Quand on s'intéresse à la justice, quand on s'intéresse à l'équité, okay, c'est qu'est-ce qui nous intéresse au fond? C'est de préserver, vraiment de préserver l'égalité des gens entre eux, de préserver, de respecter leur dignité, leurs droits individuels. Donc, c'est vraiment une logique qui est centrée sur la dignité des gens, sur leur égalité les uns par rapport aux autres. Quand on est dans une logique d'efficience, on est beaucoup plus dans une vision utilitariste, où là, ce qu'on veut, c'est vraiment une performance globale qui est positive, mais qui ignore d'une certaine façon les injustices créées sur certains individus. Okay? Donc, c'est le portrait d'ensemble qui est important dans la logique d'efficience, mais on oublie un peu les droits individuels, alors que dans la logique de justice, ce qui nous intéresse, c'est les individus, leur dignité, leurs droits, mais moins la performance d'ensemble. Donc, ce sont, comme je disais, deux concepts qui s'excluent mutuellement d'une certaine façon. Alors, si on est dans un contexte où la pression financière, s'il y a une tendance structurelle lourde à accroître la pression financière et à aller vers l'efficience, il faudra faire des choix au fond. C'est-à-dire que ça va être très difficile de maintenir peut-être à très long terme ces deux valeurs en équilibre et peut-être qu'il faudra hiérarchiser ces deux valeurs et privilégier un peu plus l'efficience si on veut s'attaquer à cette croissance des coûts. Et donc, on peut se poser la question, c'est que si cette tendance structurelle se maintient au fil du temps, qu'adviendra-t-il de la justice et de l'équité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir la justice si on reste dans un schéma fondé sur l'efficience? Et c'est là qu'intervient notre ami, la loterie. C'est que la loterie, dans le fond, c'est que c'est un problème éthique qui peut se poser quand on est dans une logique comme celle-là, c'est-à-dire où on a c'est-à-dire où les ressources ou la richesse s'accroît beaucoup moins vite que les besoins. C'est-à-dire que quand les ressources deviennent de moins en moins importantes en proportion par rapport aux besoins, ça peut être un choix que nous aurions à avoir à faire pour préserver des formes de justice. Donc, certains diraient, on pourrait penser à un système où la priorité des interventions serait établie en fonction de critères d'efficience, donc cliniques, économiques, et où les interventions plus coûteuses et moins efficientes seraient distribuées par un mécanisme de loterie. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Où ça s'accrocherait dans le système, ça, c'est quelque chose c'est pas l'éthicien de répondre à ça parce que je suis pas spécialiste de la gestion, mais est-ce que ça pourrait s'appliquer à la gestion des listes d'attente? C'est-à-dire que on classe les listes d'attente par critères d'efficience, puis à un certain moment, ce qui est moins efficient, on le choisit par voie aléatoire. Ça peut être quelque chose. Mais ça veut pas dire que si vous n'êtes pas choisi par la loterie, que vous n'aurez pas de soins. Ça veut juste dire que vous allez attendre plus longtemps. Okay? C'est ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour distribuer des médicaments coûteux, des vaccins? Je sais pas. Okay? Mais c'est une possibilité qui vient. C'est un peu l'exemple que je peux donner simple pour faire voir l'idée, le dilemme face à l'allocation des ressources. Si vous êtes perdu dans le désert, vous êtes 3 amis, vous avez le même état de santé, le même âge, les mêmes besoins, et vous avez une seule goutte d'eau à partager dans le désert, et cette goutte d'eau est indivisible. Ça sera quoi le critère que vous allez utiliser pour la distribuer, cette goutte d'eau? Le critère éthique. Ce ne sera pas les besoins, ce sont les mêmes. Vous êtes tous pareils. Okay? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mal en point. Donc, ce sera quoi le critère? Un des critères, ça peut être de le distribuer au hasard.
Okay? Ou un autre exemple qui me vient en tête, vous connaissez certainement, au moins superficiellement, l'émission très populaire au Québec, Occupation double. Vous savez que dans Occupation double, il faut faire des choix. Il faut éliminer un candidat, une candidate. Et souvent, quand on regarde l'émission, le choix se fait en fonction de l'autorité. Hein, c'est-à-dire, c'est celui qui gueule le plus fort ou qui fait les meilleures alliances qui gagne. C'est pas éthique, ça. Donc, des fois, on se dirait, tirer au hasard, ça va être beaucoup plus juste. Donc, il y a quand même une logique éthique derrière l'utilisation de la loterie qu'on pourrait résumer de cette façon. Un des arguments qui plaide en faveur de l'utilisation des loteries, c'est que le hasard est complètement imperméable à des motifs que l'on peut juger discriminatoires comme la race, le statut social, le statut, le handicap, ou peu importe. Le hasard est aveugle face à ce genre de motifs discriminatoires. Il est donc parfaitement égalitaire et impartial. Donc ça peut être un argument qui peut être avancé en faveur de ce genre de méthode. Autre principe que respecte la loterie, c'est le principe de réciprocité sous voile d'ignorance. Qu'est-ce que c'est? Bien, si vous connaissez un peu l'éthique, vous connaissez certainement John Rawls, qui est un professeur de Harvard très célèbre, qui s'est beaucoup interrogé sur les questions de justice dans la sphère publique. Or, ce principe de réciprocité s'inspire de la pensée de Rawls. C'est de dire que si, comme groupe de personnes, comme groupe social, on décide de s'entendre sur un mode d'allocation des ressources, c'est que si on ne sait pas d'avance quelle place on va occuper dans ce groupe social, et qu'on s'entend quand même pour dire que ce mode d'allocation des ressources, il est raisonnable, il est acceptable, ça veut dire que ça respecte le principe de réciprocité. C'est-à-dire que si je ne sais pas d'avance comment je serai affecté comme individu par le mode d'allocation, et je considère que le mode est juste ou raisonnable, bien, ça respecte le principe de réciprocité. Et dans le cas du hasard, c'est qu'étant donné que le hasard est égalitaire, ça peut être jugé comme raisonnable, parce que ça ne désavantage pas d'emblée quelqu'un par rapport à une autre personne. Donc ça, c'est un autre argument qu'on peut utiliser en faveur de processus aléatoires. Autre argument qu'on peut utiliser, c'est le fait que ça rend le processus d'allocation imperméable à la corruption. Dans quelle mesure? Ben, c'est que la corruption, dans le fond, elle survient quand il y a une subjectivité avec ses intérêts propres qui intervient dans le processus de choix. Or, si on remet le processus du choix entre les mains, entre guillemets, d'un processus aléatoire objectif, cette subjectivité, parfois arbitraire, n'intervient pas dans le processus de choix. Et finalement, même si je ne suis pas un spécialiste de ces questions, peut-être que monsieur a une idée là-dessus, mais la procédure technique est quand même assez simple à mettre en place dans la mesure où c'est un ordinateur qui peut déterminer aléatoirement comment on fait la priorisation. Donc ça, c'est des arguments qui peuvent être utilisés pour défendre cette position. Donc, ce que je veux dire en terminant, c'est que, évidemment, quand on entend une présentation comme celle-là, puis j'en suis conscient, ça peut choquer nos intuitions, ça peut choquer nos convictions les plus profondes, de dire c'est insensé que dans notre système de santé, on soit obligé de distribuer au hasard des soins. Et moi, ça me choque aussi, c'est-à-dire que je suis pas d'accord nécessairement avec cette position-là. Ma position, c'est d'aimer la tarte aux pommes et la vertu comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir un système public parfaitement juste, équitable pour tout le monde, de qualité, dans le meilleur des mondes possibles. Sauf que si la tendance structurelle se maintient, donc celle que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les ressources sont de plus en plus faibles par rapport à la demande, par rapport aux besoins, c'est-à-dire que si cette tendance-là se maintient dans le temps, est-ce qu'il est possible, dans un avenir plus ou moins rapproché, que nous ayons à faire face à ce type de choix? Ce que je dis, c'est que c'est peut-être. Est-ce que c'est souhaitable? Probablement non. Mais si on se projette dans l'avenir, est-ce que c'est une possibilité? Je me dis, peut-être. Et là, j'ai essayé de vous faire voir les enjeux éthiques qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est pas, comme le disait Isabelle, puis je te remercie de l'avoir dit, c'est pas de défendre cette idée-là, c'est pas de la souhaiter, c'est simplement d'y réfléchir en nous projetant dans l'avenir. Et ce que j'ai fait, c'est pas vraiment d'appuyer sur une étude empirique, pas du tout, c'était vraiment de faire une réflexion prospective pour lancer cette réflexion. Et je dois vous dire, puis peut-être on pourra en parler dans la discussion, mais au début, parce qu'il y aura un article qui sera publié dans la Revue canadienne de santé publique qui porte sur cette question-là. Et au début, quand j'ai réfléchi pour le plaisir sur ces questions-là, je me suis dit,
quand je vais aller présenter ça en colloque, et je l'ai présenté en colloque à l'étranger, je me suis dit, je vais me faire lancer des tomates. Je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont dire que le philosophe revient sur Terre. Mais non, bizarrement, il y a beaucoup de médecins spécialistes de plusieurs pays du monde qui m'ont dit, si on compare avec le système actuel, où il y a beaucoup de négociations, par exemple au téléphone, est-ce que ce serait si choquant que ça? Et plusieurs m'ont dit, pas nécessairement. Donc, voilà.